Bonjour à tous. Alors, petit changement de décor pour la simple bonne raison que je reviens de Ben-Hur et il fait nuit et je n'ai pas vraiment d'éclairage correct pour me filmer dans le canapé. Mais je suis en train de me dire que c'est peut-être un nouveau décor intéressant. Vous me direz dans les commentaires si vous le préférez et je le garderai peut-être. Et donc nous y voici, Ben-Hur. Je vais commencer par essayer de laisser de côté les comparaisons avec les autres films et d'essayer de juger le film pour ce qu'il est, mais il y a quand même un moment où il faudra comparer. Ben-Hur est donc l'histoire de Judah Ben-Hur, qui est un riche juif, qui voit son pays petit à petit se faire envahir par les Romains. Un des Romains, qui est un ancien ami de Ben-Hur, voire son frère, vient le chercher en aide pour trouver les Juifs qui refusent d'obéir à la force romaine. Judas refuse de vendre son peuple et lors d'un incident, lors d'un passage d'un haut romain, il est condamné à être envoyé en esclavage sur un bateau et décide de revenir à Jérusalem afin de se venger de Messala. Le film est correct, le film n'est pas grandiose, n'est pas super, mais si vous n'avez jamais vu Ben-Hur, si vous ne connaissez pas l'histoire de Ben-Hur, je dirais que c'est un film suffisant. La relation fraternelle entre Judas et Messala est vraiment bien faite dans ce film. C'était une chose qui me manquait dans les anciens, mais je vous reviendrai aux comparaisons. Mais je ressens vraiment une sorte de fraternité entre eux, qu'ils s'aiment et qu'ils se respectent. Mais c'est la seule chose de vraiment réussi que je peux attraper dans ce film. Tous les autres personnages secondaires sont complètement vides et plats, et certains sont même arrachés par l'acteur en soi. Le meilleur exemple de ça, c'est le personnage que joue Freeman, qui donc n'est plus vraiment un personnage qui est en fait ce qu'a toujours fait Freeman. Avant d'aller voir ce film, j'avais même lancé un pari qu'il jouerait un sage et qu'il ferait la voix off du film. Et j'ai gagné sur les deux. Et c'est vraiment un rôle où Freeman a l'air de s'ennuyer comme c'est pas possible. Il est souvent complètement en pilote automatique, avec un regard tout à fait neutre, sans changer d'expression, et balance son texte. Bla 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 bla. Il n'est pas du tout investi dans le projet, et je peux comprendre pourquoi, parce que le projet vaut pas grand chose en soi. Je l'avais vu dans la bande-annonce, et c'est vrai aussi dans le film. On est passé donc à un stade beaucoup plus visuel. Ben-Hur, les premiers, étaient beaucoup plus pratiques, avec des vrais chevaux, des vrais acteurs. Et c'est d'ailleurs ce film, celui de 59, qui a démocratisé la loi au cinéma, qui disait qu'on n'avait plus le droit de faire de mal aux animaux, car beaucoup de chevaux étaient morts lors du tournage de Ben-Hur de 1959. Ce qui fait que dans celui-là, on a donc des chevaux en images de synthèse, et c'est pas terrible. Bien sûr que lorsqu'on est proche des animaux, ce sont des vrais chevaux, mais dès qu'on a un plan d'ensemble, un grand plan, ce sont des images de synthèse et leurs mouvements, c'est toujours le problème avec les images de synthèse, elles peuvent être aussi réalistes et avoir l'air aussi réelles que possible. Si le mouvement ne colle pas, ça semblera toujours bizarre. Et là, le mouvement des chevaux est complètement saccadé et ça marche pas du tout. Heureusement, ce n'est pas dans la scène de la course de chariot où les images de synthèse sont les plus criards, mais bien lors des scènes sur l'eau. Vraiment, s'il y avait moyen d'enlever toutes les scènes sur les vaisseaux romains, je le ferai. Des collisions de masse, de bois artificiel en images de synthèse, l'eau d'une cinématique de PS3, au moins pas de PS1, mais au moins de PS3 quand même. Souvent le genre de scène où je suis complètement collé à mon siège et que... j'aime pas du tout ce genre d'image. Pour revenir sur les choses que j'aime pas dans l'image, le réalisateur a essayé une nouvelle chose dans les courses de chevaux à la fin, donc les courses de chariot. Il a essayé de mettre de la GoPro et c'est tout à fait subjectif, mais je déteste la GoPro. Ça met vraiment une image dégueulasse. Si la GoPro n'est pas justifiée et logique dans le film, je trouve ça extrêmement bizarre de passer d'une caméra 4K qui filme en cinémascope à une GoPro dégueulasse d'une qualité amoindrie et où l'image est complètement ronde. Enfin, c'est le genre de choses que je déteste et c'est tout à fait subjectif, mais donc ça ne m'a pas rendu cette scène de chariot beaucoup mieux. Donc voilà, au final, oui, un 100 plus. Mais lorsqu'on le compare aux anciens, c'est là où on peut se poser des questions et se demander en fait certains choix. Une des choses que j'aimerais appuyer, c'est le changement dans l'histoire. Ils ont décidé de faire plusieurs changements dans l'histoire, et là-dessus on pourrait me dire « Ah, ben ils ont décidé d'être différents de l'original et de pas juste être un remake où on reprend exactement le même scénario. » Oui, c'est vrai, mais en fait le film passe du temps pas à changer des éléments de l'histoire, mais à en enlever. Pour ceux qui connaissent les anciens Ben-Hur ou alors le livre,
il y a le serviteur de la maison Ben-Hur, qui est normalement pris par les Romains et qui est torturé pour savoir où il est. Et Ben-Hur le retrouve plus tard, complètement paralysé. Oublié ce serviteur, dans ce nouveau film, il est tué aux 20 premières minutes du film, et donc voilà, il n'a aucun ressort. Il y a aussi une relation esclave-amour avec Esther dans les originaux, ou si Esther choisit de reconnaître Ben-Hur en tant que Ben-Hur, elle se lie elle-même en esclave à lui, et ça crée une chouette liaison qu'ils s'aiment, mais qu'ils sont quand même serviteurs et maîtres. Dans cette version complètement effacée, Esther est juste sa femme, et c'est tout. Et on a aussi le capitaine sur le bateau qui décide de déchaîner Ben-Hur, et que ensuite Ben-Hur le sauve, et donc le capitaine, pour le remercier, en fait son fils et lui donne sa richesse. Oubliez ce capitaine. Il y a effectivement un capitaine dans le nouveau film, qui est d'ailleurs joué par un acteur assez connu, donc je me suis dit, voilà le personnage. Sauf que non, ça reste un connard pendant tout le long de la scène, et au final, Ben-Hur le bute. Et voilà, c'est drôle le choix, je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'ils ont enlevé ça, parce que on pourrait me dire, oui, mais c'était peut-être pour mettre autre chose, sauf que ce n'est pas le cas. Ils remettent rien d'autre, ce qui fait qu'il y a vraiment un sentiment de vide dans le film, il se passe pas grand-chose. Souvent, c'est Mélassa qui va parler avec Judas, et lorsqu'ils ont fini de parler, Judas va aller retrouver sa femme Esther, et on va avoir une scène d'amour, et puis après Judas va reparler à Mélassa, puis on va avoir à nouveau une scène d'amour, et c'est un peu vide. Ensuite, par rapport aux différences aussi, c'est qu'ils ont complètement amoindri la gravité de la chose. Dans l'original, Ben-Hur était envoyé en tant qu'esclave parce qu'une tuile était tombée d'un toit, donc c'était juste un pur accident et il ne méritait pas châtiment. Dans celui-là, c'est pas le cas. En fait, il héberge un criminel qui a essayé de faire des attentats contre les Romains, et au moment de la patrouille romaine, ce criminel sort sur le toit de Ben-Hur et tire une flèche, donc il fait une tentative de meurtre. Donc on passe à un simple accident à une tentative de meurtre. Et au final, Ben-Hur, gardé dans sa maison, un criminel de guerre, et donc il mérite en quelque sorte dans ce film d'être arrêté par les Romains. En plus, dans ce film, vu qu'on s'intéresse beaucoup à la relation entre Mélassa et Judas avant qu'ils partent en guerre, on connaît bien Mélassa, et lorsqu'il revient de guerre, il est toujours cet homme tout à fait joyeux et qui est content de retrouver Judas. Et donc dans la scène où il doit arrêter Judas, il est en fait forcé par ses têtes, ses supérieurs, à enfermer Judas, donc ça ne vient pas de lui, donc c'est moins grave, c'est moins une cassure entre les deux frères. Et bien sûr dans Ben-Hur, il faut parler de Jésus, vu que l'histoire de Ben-Hur se passe en parallèle avec Jésus, et globalement je suis assez ok avec le traitement qu'ils ont fait à Jésus. Dans les anciens, il y avait vraiment une divinité qui se créait autour du personnage, et le plus souvent on ne le voyait pas, ça en devenait même quelquefois vraiment ridicule, comme dans la version de 1925, où on essayait de le cacher à tout prix, quitte à mettre un personnage qui n'a rien à foutre là sur un tableau très connu. Dans celui-là, c'est pas le cas, on voit Jésus assez tôt, on le voit de face, on voit son visage, et c'est un Jésus vraiment plutôt humain. Il a pas vraiment il a un aura de respect, mais il ne brille pas, il n'y a pas des paillettes, il n'y a pas le ciel qui s'ouvre pour lui, donc je trouvais que c'était un traitement plutôt intéressant. Mais ensuite arrive le quatrième acte de Ben-Hur, qui dans les anciens films sont assez lourds, parce que ça a toujours été un quatrième acte qui m'a semblé bizarre, parce que l'histoire de Ben-Hur arrive jusqu'à la course de chariot, qui est donc le climax, et puis après, le plus souvent dans les anciens films, on a donc ces 40 à 50 minutes en plus où on parle de Jésus, de guérir la lèpre sur la mère et la sœur de Judas, mais c'est plat parce que le climax a déjà été atteint et ces 40 minutes font retomber le film dans l'ennui. C'est pas le cas dans celui-là, ils ont décidé de méchamment l'abréger, ce quatrième acte dure peut-être 3 à 4 minutes, mais alors ils sont allés à 100% dans le symbolisme avec Jésus et ça marche qu'à moitié. En fait, le truc, c'est qu'ils ont vraiment bâclé ce dernier acte. Ils se sont probablement dit qu'ils étaient obligés de le mettre, mais qu'ils avaient en même temps pas envie. La réponse, c'est qu'ils auraient peut-être pas dû le mettre. Parce que pour finir, on a une scène de Jésus très symbolique, le sang qui coule sur la croix, et il pleut, et en quelque sorte, la pluie est bénéfique et guérit tout le monde sur la terre. C'est... ouais... Au final, je trouve ce film assez intéressant parce qu'en fait, on pourrait en faire une comparaison avec ce qu'était Hollywood et ce qu'est Hollywood maintenant. Dans l'ancienne Hollywood, il y avait des histoires d'amour, mais elles étaient rarement
principales et on les ravachait pas en continu. Alors qu'aujourd'hui, on est vraiment dans ce Hollywood qui décide qu'il faut à tout prix qu'un film ait une histoire d'amour et il faut qu'elle soit importante, qu'elle soit montrée le plus possible. On a aussi ce principe de happy ending où dans l'ancien Hollywood, oui, le héros avait souvent une happy ending, mais peut-être pas à 100%, il avait des sacrifices à faire, des choses à perdre. Et on a aussi, et là c'est peut-être un grand problème majeur, maintenant le nouvel Hollywood prend moins le temps de développer les personnages, et là-dessus je parle de tous les personnages, principaux et secondaires, et essaye de mettre le plus de scènes d'action possible. Donc voilà, au final plutôt une demi-teinte pour Ben-Hur. Je pense que si vous ne connaissez pas Ben-Hur, pourquoi pas, mais moi vu que je connais Ben-Hur et que ce film contient beaucoup trop de choses que je n'aime pas visuellement et dans le scénario, je donnerai à Ben-Hur un 10 sur 20. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez l'aimer, la partager et vous abonner. Vous pouvez également me suivre sur Twitter. Et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.